On est dans une situation qu'on connaît actuellement avec une émergence de plusieurs molécules qui ont donné des avantages en survie, que ce soit avant, après chimiothérapie. On a les hormonothérapies de nouvelle génération, l'acétate d'abiraterone dont on a parlé, l'enzalutamide. On a des chimiothérapies qui fonctionnent, le docetaxel, le cabazitaxel. Il y a d'autres éléments qui sont disponibles qu'on n'a pas en France mais qui ont prouvé une efficacité, le radium, le cipu, le sel. Actuellement, avec 4 molécules disponibles, on a un choix théorique de 24 situations. Philippe, comment est-ce qu'on peut définir une stratégie pour ces patients résistants à la castration, à la fois en première ligne et en deuxième ligne? Bien, on va essayer d'être simple. C'est-à-dire que, jusqu'à preuve du contraire, quand on comparait indirectement les études entre acétate d'abiraterone et enzalutamide, on avait des résultats relativement comparables avec des populations qui n'étaient pas stricto sensu quand même identiques. Et on a eu cette année la première étude randomisée qui normalement était une étude de séquence, c'est-à-dire qu'on regardait soit la séquence abiraterone suivie d'enzalutamide, soit la séquence enzalutamide suivie d'acétate d'abiraterone. Alors, malheureusement, on n'a eu que la première partie de la réponse, c'est-à-dire la première randomisation entre acétate d'abiraterone et enzalutamide. Et finalement, sur cette étude, qui est une étude limitée de phase 2 randomisée, on peut voir deux choses. Un, qu'il y a un peu plus de réponse PSA avec l'enzalutamide, mais ça on le savait déjà, puisqu'on bloque le récepteur. Mais quand on regarde le temps jusqu'à progression du PSA, c'est relativement comparable. Donc aujourd'hui, les données que l'on a, c'est que choisir l'une ou l'autre de ces hormonothérapies en première intention, je dirais, est tout à fait recevable. Il n'y en a pas une qui se dégage par rapport à l'autre. La deuxième chose qui est importante, c'est les résistances croisées. C'est Johan Loriot qui avait le premier rapporté ces résistantes après enzalutamide. Il avait un taux de réponse excessivement bas avec l'acétate d'abiraterone, de l'ordre de 8% pour une médiane de durée de réponse de 2 mois et demi. Donc il y a réellement des résistances croisées. Dans l'autre sens également, il y a des résistances croisées. Avec la recherche de facteurs prédictifs de ces résistances, et vous savez, toute la publicité qui avait été faite autour des données d'Antonorakis sur les variants d'épissage, et notamment sur la RV7, avec un message qui apparaissait très clair, quasiment noir-blanc. Quand vous aviez la RV7, eh bien, vous étiez résistant aux 2 hormonothérapies de nouvelle génération. Quand vous n'aviez pas, vous pouvez avoir des réponses thérapeutiques. Alors, cette année à l'ASCO, on va rester plus pragmatique parce qu'on se demandait si on allait pouvoir disposer de, je dirais, des conditions techniques pour avoir à notre portée, dans notre pratique quotidienne, cette accessibilité au statut d'ARV7. Je pense qu'il ne faut pas trop se faire d'illusions parce que une grande étude qui s'appelle Armor 3 a montré que c'était très difficile. C'était une étude qui était censée poser la question de, quand vous aviez la RV7, est-ce qu'un nouveau médicament qui s'appelle galétérone pouvait apporter un bénéfice par rapport à l'enzalutamide? Alors, vous pouvez être très simple. On part de 953 patients. Vous voyez qu'il n'y en a que 34% qui ont des cellules tumorales circulantes, puisque vous pouvez regarder ce statut d'ARV7 que sur les cellules tumorales circulantes. Donc ça vous fait plus que 322 patients. Quand vous regardez lesquels ont de la RV7, il y en a 23%, donc il vous reste 73 patients. Et ceux qui sont randomisables, il y en a que 38 à la sortie, c'est-à-dire vous passez 900 malades à la sortie pour avoir 38 malades. Vous imaginez bien que dans votre quotidien, alors que ça c'est dans le cadre d'un essai thérapeutique, où on s'est donné tous les moyens d'étudier correctement le statut d'ARV7, je crois qu'il ne faut pas rêver, malheureusement. Vous avez sans doute un bon facteur prédictif pour la recherche, mais quelque chose qui ne sera pas à votre disposition demain, évidemment. Alors, est-ce qu'il y a d'autres facteurs prédictifs potentiels? Il n'y a rien réellement qui se dégage. Peut-être quand même l'amplification du récepteur, qui est un facteur peut-être de résistance. Mais là aussi, qu'est-ce qu'on va en faire demain dans notre pratique? Je ne crois pas qu'on disposera de facteurs prédictifs biologiques comme ça accessibles facilement. Dans la pratique quotidienne, les essais d'analyse de séquences ne reposent que sur des données rétrospectives, notamment cette étude européenne sur les 260 premiers malades qui regardaient des séquences avec après docetaxel sur la chimiothérapie par cabazitaxel ou les nouvelles hormonothérapies ou les séquences de nouvelles hormonothérapies. Je ne vais pas rentrer dans les détails de cette étude parce que c'est très rétrospectif, mais je crois qu'il ne se dégage aucune séquence. Mais qu'il faut avoir, encore une fois, des idées simples. Vous avez 2 coups de fusil qui marchent, celui d'une nouvelle hormonothérapie, celui du docetaxel,
Et après, il faut essayer de donner une troisième ligne thérapeutique, sans doute pas plus par le cabazitaxel, et proposer éventuellement, si vous aviez accès au radium, ce type d'approche, ou des essais thérapeutiques, parce que maintenant, il y a de nouvelles opportunités peut-être pour aller chercher des traitements ciblés.